Imaginons un instant que les expériences de nos ancêtres, même celles qu'on n'a jamais connues, façonnent notre biologie, nos peurs, qui on est au fond. C'est une idée assez troublante, non? Et pourtant, la science commence à nous montrer comment une mémoire peut bel et bien être héritée. Alors on va voir ça de plus près. Pour commencer, on va s'intéresser à un héritage un peu particulier. Un héritage qu'on ne peut pas voir, pas toucher, mais qui se ressent très profondément. C'est un héritage de peur. Ces mots, ils sont extrêmement poignants. Ils ont été prononcés par la mère de Moshe Skraïf. Elle a survécu au camp de concentration. Et cette expérience, comme on va le découvrir, a laissé une empreinte, une cicatrice qui va bien au-delà de sa propre vie. Et voilà le paradoxe qui est au cœur de notre histoire. On a Moshe Schiff, qui est généticien et qui porte en lui les cicatrices d'un traumatisme qu'il n'a jamais vécu. Il a cette peur persistante des douaniers, de la police. C'est comme les échos d'une histoire qui n'est pas la sienne, mais qui d'une certaine manière fait complètement partie de lui. Du coup, ça nous amène à la question qui tue. Mais comment c'est possible ça? Comment une expérience, une peur, peut comme ça traverser les générations pour finir par s'inscrire dans notre propre biologie? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un domaine de la biologie qui est absolument fascinant. Et pour piger comment ça marche, il faut s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler un signet génétique. Bon, pour faire simple, imaginez notre ADN comme un énorme livre d'instructions. C'est notre code génétique, ok? L'épigénétique, en fait, c'est un peu comme les signets et toutes les petites notes qu'on met dans les marges. Ça ne change pas un mot du texte de base, mais ça dit à nos cellules « Hey, lis cette page-là, mais ignore celle-ci ». Et un des mécanismes clés derrière tout ça, ça s'appelle la méthylation. Alors, en gros, c'est quoi? C'est des toutes petites étiquettes chimiques qui viennent se coller à notre ADN. Et en fonction de là où elles se mettent, elles agissent un peu comme des interrupteurs. Elles peuvent allumer ou éteindre certains de nos gènes. On, off, c'est aussi simple que ça. Ok, mais à quoi ça sert tout ce système? Eh bien, c'est parce que la vie, notre environnement, tout ça, ça change à une vitesse folle, bien plus vite que notre ADN ne peut muter. L'épigénétique, c'est ça qui nous permet de nous adapter rapidement. C'est elle qui programme comment notre corps va réagir au stress, à la nourriture, et qui, en quelque sorte, prépare la génération suivante au monde qui l'attend. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais concrètement, comment ça se manifeste, ces changements? Pour le comprendre, il y a une expérience absolument géniale qui nous montre ce qui se passe directement à l'intérieur du cerveau. Alors, on est dans le labo de la neuroscientifique Bianca Jones-Marlin. Elle prend des souris et elle leur apprend à associer une odeur d'amande avec un petit choc électrique. Rien de méchant. Le résultat? Eh bien, leur cerveau se réorganise littéralement. Il crée plus de neurones juste pour détecter cette odeur précise. Mais le truc vraiment dingue, c'est que leurs petits naissent déjà avec cette modification dans le cerveau, alors qu'ils n'ont jamais, au grand jamais, senti l'odeur ou connu le danger. Donc, pour résumer, pour les parents, l'expérience est directe. Ils ont appris à avoir peur de cette odeur parce qu'elle signifie danger. Et attention, c'est là que c'est super important de bien comprendre la nuance. Leurs descendants n'héritent pas de la peur, pas du tout. Ils héritent d'une sensibilité, une sorte de prédisposition. Leur cerveau est, il est déjà précablé pour être super attentif à cette odeur. Ça leur donne un avantage. Ils apprendront beaucoup plus vite à se méfier du danger. En gros, ils sont préparés, mais ils ne sont pas condamnés à avoir peur. Alors évidemment, on se dit « ok pour les souris, mais pour nous les humains ». Eh bien, figurez-vous que ça se retrouve aussi. Des études ont montré par exemple que les enfants de survivants de l'Holocauste ont plus de risques de souffrir de stress post-traumatique. Dans un autre registre, les descendants de personnes ayant survécu à des grandes famines, eux, ont des adaptations métaboliques qui, dans notre monde d'abondance, augmentent en fait leur risque de certaines maladies. Forcément, face à un tel héritage, on en vient à se poser une question essentielle. Est-ce qu'on est prisonnier de ce passé? Est-ce que ces cicatrices, elles peuvent guérir? Autrement dit, si ces marques se transmettent, est-ce qu'elles sont là pour toujours? Est-ce que notre histoire génétique est une sorte de fatalité? Heureusement, la science nous donne pas mal d'espoir, et ça sur deux fronts. D'un côté, on a des interventions biologiques. En labo, on a déjà réussi à inverser les symptômes chez des animaux. Et de l'autre, il y a quelque chose de peut-être encore plus puissant, la guérison par l'environnement. Et ça, le travail de la neuroscientifique Amy Bombay avec les communautés autochtones le montre parfaitement. En remplaçant un environnement qui génère des traumatismes par un environnement sain, solidaire, on peut littéralement encourager l'expression de gènes qui nous protègent. Nos gènes ne sont donc pas notre destin. Tout ça, ça nous amène à une conclusion vraiment importante. Une conclusion qui ne parle pas de fatalité, non, mais plutôt de résilience et de notre incroyable capacité à agir sur notre propre histoire. D'ailleurs, il y a cette sagesse issue du savoir autochtone qui le dit très bien. Si le traumatisme se transmet, alors la force, l'esprit et la résilience, eux aussi, se transmettent. C'est l'autre face de la médaille, l'autre partie de cet héritage.
Et rien que le fait de comprendre tout ce mécanisme, c'est déjà thérapeutique en soi. Se dire que certaines de nos difficultés ne viennent pas forcément d'un problème personnel, mais d'une histoire qui nous dépasse, ça peut vraiment aider à réduire la honte, la culpabilité et à ouvrir la porte vers la guérison. Au final, ce que l'épigénétique nous révèle, c'est que la façon dont on interagit les uns avec les autres, la bienveillance, le soutien qu'on s'apporte, tout ça a un impact qui va bien au-delà de nous. Un impact qui ne change pas juste un instant, mais qui, comme le dit si bien Bianca Jones Marlin, peut changer des générations, peut changer des sociétés, et donc oui, peut changer le monde.